Alors bonjour Rodolphe Istre. Tu Bonjour. es délégué régional de SOS Chrétien d'Orient. Ouais. Tu es allé récemment en Iran dans une période un petit peu troublée, on peut dire en géopolitique, et notamment suite à la mort de Massa Amani, ce qui a donné lieu à quelques révoltes, quand même quelques manifestations Ouais, tout à fait, oui. contre le système. Les Iraniennes ont retiré leur voile, se sont coupés les cheveux. Alors pourquoi partir en Iran à cette période? Et est-ce que tu y es parti seul? Non, alors, on n'est pas parti seul, on était un petit groupe de 6 personnes. On est parti avec une agence de voyage qui nous avait dit qu'effectivement on pouvait partir. La veille même du départ, on avait fait un petit conciliabule entre l'agence de voyage, notre accompagnateur principal qui était Régis Le Sommier. Alors pour info, Le Sommier est un peu connu, il a été grand reporter en particulier à Paris Match pendant une vingtaine d'années. Mhm. Et du coup on était un petit groupe de personnes, on va dire, intéressé par rapport au Proche-Orient. Moi, par rapport à mes activités de, con- de conseiller pour SOS Chrétien d'Orient sur la région, Mhm. je vais très régulièrement au Proche-Orient. Il y a 2 ans, j'étais allé en Arménie. C'était également une période tendue, c'était la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mhm. Et en réalité, on n'avait pas prévu des événements, je veux dire, en Iran. Le voyage était prévu déjà depuis plusieurs mois. Et donc, on est D'accord. allé à ce moment-là. Bah, comment s'est passé déjà votre arrivée en Iran? Alors déjà, on avait quand même un petit peu, oui, on avait peur parce que on n'est pas quand même innocent, on n'est pas né de la dernière pluie. On voyait bien l'actualité, on savait qu'il y avait eu le décès de plusieurs personnes, en particulier de cette jeune femme kurde de 22 ans Oui. qui a été arrêtée par la police des mœurs. Donc il faut savoir que la police des mœurs, par exemple en Iran aujourd'hui, c'est plus de 70 000 personnes. C'est assez colossal. Et donc, du coup, cette police verbalise D'accord. 70 000 personnes. Ah C'est oui. assez colossal. Ils verbalisent les femmes pour qu'elles portent bien leur voile islamique. Un exemple parmi tant d'autres qui va peut-être surprendre les personnes qui vont voir cette vidéo. Oui. Chez nous en France, quand on brûle la vitesse sur la route, on est flashé. Eh bien, on peut être flashé en Iran si on ne porte pas son voile. Et donc on a une contravention si on ne porte Ah pas son oui. voile Ah oui, correctement. effectivement. Ouais. Voilà, donc du coup, voilà, il y a 70 000 personnes qui fait cette surveillance pour les femmes iraniennes. Et nous, quand on est arrivé sur place, on a vu effectivement, d'abord, on n'a eu aucun problème pour entrer sur place. On a fait une demande de visa qui a été accordée en tant que touriste. Mhm. D'ailleurs, nous étions des touristes, puisque nous sommes allés pour découvrir le pays au niveau culturel avant tout. Oui. Et on a été très très bien accueillis par le peuple iranien. Très bien accueilli. Ah oui, super bien accueillis. D'ailleurs, c'est impressionnant de voir comme les Iraniens nous arrêtent dans la rue pour être pris en photo avec eux. Ils nous demandent d'où est-ce qu'on vient. On leur dit qu'on vient d'Europe. Ils disent de oui, mais d'où? De France. Ah, ils nous parlent de Macron, ils nous parlent du général de Gaulle. Ils chantent la Marseillaise. Ils parlent en français. Comment allez-vous? Bonjour. On peut prendre une photo en français. Donc ça, c'est un accueil assez étonnant. Et puis j'ai envie de dire aussi que moi, ce qui m'a surpris, c'est que l'Iran, par rapport à tous les pays du Proche-Orient, c'est un pays très développé. Voilà, c'est un vrai pays installé. C'est 3 fois la France en termes de superficie. Oui. C'est 85 millions d'habitants, Oui. c'est quand même assez colossal. Oui. Et c'est vraiment, on voit que c'est l'Empire perse, l'ancien Empire perse. Alors, est-ce que tu as éprouvé à certains moments un sentiment d'insécurité? Alors, on n'a pas ressenti d'insécurité parce que sur place, on n'a pas vu de manifestation. On a vu une présence policière par rapport à des motards qui circulaient dans le centre-ville et donc qui surveillaient les points, les carrefours. Donc on a vu cela, mais pas plus que dans une autre capitale européenne digne de ce nom ou capitale d'un pays en particulier. D'accord. Après, on était au fait de l'actualité par rapport à ce que les médias français nous transmettaient. Voilà. Là où on a vu qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est que quand on regardait la télévision, les matchs de foot par exemple, de Division 1 en Iran, il n'y Mhm. avait pas de spectateurs dans les matchs. Donc ça veut dire que le match était à huis clos entre les deux équipes, et donc l'État a quand même peur de la réaction populaire. Voilà. D'accord, d'accord, ok.
Est-ce que tu as été témoin de troubles à l'ordre public Non, quelconque? mais non, parce que nous, je le répète, nous en plus on était des touristes, donc on était là pour découvrir justement la civilisation perse. Oui. On avait dans notre programme aussi la possibilité de rencontrer, entre guillemets, de voir le quartier arménien d'Ispahan, qui est un très, très très beau quartier. Mais notre objectif, c'était pas de faire de la géopolitique, c'était vraiment dans une optique culturelle et aussi cultuelle. Alors, est-ce que tu parles d'un quartier arménien? Est-ce que tu as pu y rencontrer des chrétiens? Alors oui, on a pu rencontrer différents commerçants, on a pu rencontrer les gens qui étaient à l'accueil de la cathédrale d'Ispahan. Pour autant, on n'a pas eu de conversation politique avec eux parce que ce n'était pas dans le programme. Donc ça c'est important. On ne voulait pas, et là, il faut bien comprendre que l'Iran est un pays autoritaire et que, bon, j'ai envie de dire que les minorités sont surveillées. Donc nous, on ne va pas aller à l'encontre du gouvernement qui nous accueille en tant que touristes. Donc on n'a pas cherché particulièrement à avoir un contact avec les Iraniens chrétiens. Alors, pour info, ces Iraniens chrétiens, ils habitent le nouveau quartier de Jolfa à Ispahan. Ils sont environ 30 000 habitants. D'accord. Ils sont représentés à la Chambre iranienne, à la Chambre des députés iraniens. Il y a 2 députés chrétiens arméniens qui peuvent être entendus par le pouvoir du Premier ministre. Et ces Arméniens sont originaires de l'Azerbaïdjan oriental. Ils ont été délocalisés au XVIIe siècle suite aux pressions des Turcs déjà à l'époque. Et c'est le Shah d'Iran qui les a accueillis à Ispahan. Ils étaient 200 000 à Jolfa en 1700. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 20 000 à 30 000 en 2020 à Ispahan. Pourquoi? Eh bien parce que ils ont subi les pogroms de l'avancée turque de l'époque. Ensuite, quand ils ont fait cette grande migration de Jolfa à Ispahan, il y en a beaucoup qui sont morts sur les routes, d'épuisement, de fatigue. Et donc du coup, il y a un petit troupeau qui est resté, j'ai envie de dire, à Ispahan. Et le Shah, pour les intégrer, leur a laissé un quartier entier. D'accord. Et ils ont une grande liberté de commerce, une grande liberté de circuler. Pour info, on sait que la consommation d'alcool est interdite en Iran. Il faut savoir qu'il y a quelques restaurants arméniens où la consommation d'alcool est autorisée, justement pour les Arméniens uniquement. D'accord, très bien. Donc ils ont l'air de vivre assez heureux, ils peuvent se développer ou alors ils sont sur le déclin tout de même? Ils peuvent se développer là où ils sont contraints, c'est qu'ils ne peuvent pas, après c'est les lois de l'Iran, il ne peut pas y avoir un mariage entre un Arménien chrétien et une Iranienne chiite. Dans ce cas-là, il doit y avoir la conversion du chrétien. Donc c'est effectivement un problème. Donc la communauté vit entre elles, entre eux. Donc il existe une cathédrale, la cathédrale principale, et autour de la cathédrale, il y a 13 églises encore. Donc il y a un beau rayonnement spirituel, et en particulier, une fois par an, ils vont dans la montagne au monastère de Saint-Thadée, à quelques kilomètres de la frontière arménienne. Et Saint-Thadée qui a évangélisé, j'ai envie de dire, cette région au 4e, 5e siècle. Et donc, effectivement, chaque année, ils peuvent aller en pèlerinage au monastère de Saint-Thadée. Et là-bas, les femmes ont le droit de ne pas porter le voile pendant ces quelques jours de pèlerinage. Donc les chrétiens sont surveillés, mais on ne peut pas dire qu'ils soient persécutés, véritablement. Tout à fait, tout à fait. Ah, très intéressant. Alors quel a été un petit peu ton parcours en Iran? Vous êtes resté combien de temps à peu près? Alors on devait rester 8 jours et finalement on n'est resté que 6 jours. Parce qu'on est rentré un peu précipitamment suite au fait que le ministère des Affaires étrangères français a demandé à ce que tous les ressortissants français reviennent. Et dans ce cas-là, nous avons pris la décision de quitter le territoire iranien. Alors on est arrivé depuis Paris en vol de direct avec Air Téhéran. On est arrivé à Téhéran directement. Ensuite, on est descendu, on a pris un vol intérieur pour aller dans le sud, à Shiraz. D'accord. Alors Shiraz, on a vu aujourd'hui qu'il y avait eu un attentat de l'État islamique à Shiraz. Il y a eu une quinzaine de morts. Et il faut rappeler donc que l'Iran est en guerre. L'Iran chiite est en guerre contre l'État islamique.
Ouais. Et ça, c'est important à signaler. Souvent, on me dit, mais l'Iran est un pays ennemi de la France pour plein de raisons, le nucléaire entre autres, le droit des femmes. J'ai envie de dire qu'on a des points de désaccord avec l'autorité, j'ai envie de dire, politique, c'est vrai, Mhm. mais pas plus qu'avec d'autres pays, et surtout pas moins. Et je rappelle quand même que c'est quand même grâce aux milices chiites que l'Iran a réussi à débarrasser le monde de Daesh et de l'État islamique en Irak. Voilà. Il ne faut pas oublier que voilà, ce sont les milices chiites qui venaient d'Iran et du sud de l'Irak qui ont fait le sale boulot de débarrasser le monde de Daesh. Et aujourd'hui, donc, du coup, ils subissent encore des attentats. Alors, durant ces 6 jours, j'imagine que tu as eu l'occasion de faire quelques rencontres. Oui, tout à fait. Quelles ont été ces rencontres les plus marquantes? Oui. Et as-tu rencontré aussi des responsables religieux musulmans? Alors, on a rencontré la population de manière toujours informelle, et les gens étaient toujours très souriants, très accueillants, voulaient prendre des photos avec nous. Ça pouvait être des jeunes filles originaires du Kurdistan, ça pouvait être des commerçants, des restaurateurs bien évidemment, mais aussi la rencontre qu'on peut faire avec un mollah dans une mosquée totalement francophone et qui nous parle Ah bon? totalement francophone, Étonnant. qui parlait très très bien français. Et Il n'a pas été placé là par ouais, après, par le on a- gouvernement pour vous accueillir? non, mais en réalité, il est là au nom du dialogue interreligieux. je veux D'accord, dire. d'accord, Et d'accord. ben, effectivement, alors on n'a pas abordé la question du voile islamique parce que pour eux, c'est un point de blocage. Hein. Faut avoir en tête que pour le régime islamique iranien, la question du voile, c'est une question un peu, comment dire, de friction. Donc voilà. Mais en réalité, on peut aborder tous les autres sujets. Et ça, c'est très important. Tu as vu des femmes non voilées se promener dans la rue ou pas? Alors oui, on a vu quelques jeunes femmes se promener dans la rue. D'ailleurs, souvent des jeunes femmes entre 15 ans et 25 ans, D'accord, plutôt jeune. qui ne portent pas le voile souvent par rébellion, ça c'est vrai. Alors, D'accord. souvent, si elles ne portent pas le voile, c'est aussi souvent qu'elles ont l'accord de leurs parents. Il faut avoir en tête que souvent leur père ou leur frère est d'accord que leur sœur ou leur fille ne porte pas le voile. Donc ça, il faut avoir en tête qu'elles ne le portent pas forcément de manière personnelle et individuelle. Mhm, C'est aussi mhm. parce qu'elles ont l'accord et le soutien de leur famille. D'accord, Voilà, d'accord. voilà. Après, la société iranienne est laïque. Elle n'est pas aussi islamisée qu'on pourrait l'imaginer. Voilà. Euh, Quand on regarde l'histoire, Pourtant, sur les photos, on voit quand même toutes les femmes vêtues en noir. oui, mais ça, ce sont les photos du XXIe siècle. Si on regarde l'histoire de la Perse de moins de 1000 ans avant Jésus-Christ à aujourd'hui, Mhm. l'histoire du voile noir ne date que depuis 1979-1981 avec la révolution islamique. Et aujourd'hui, certes, il y a eu une forte répression de 1980 à environ 2000-2010. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait un assouplissement, même chez les mollahs. J'ai envie de dire qu'il y a deux tendances. Il y a des mollahs, il y a une tendance conservatrice et une tendance plus libérale, un peu comme on peut le voir aujourd'hui dans l'église chez nous. Voilà. Après, comment va réagir le régime iranien? Il y a certains analystes qui disent qu'on va retourner sur quelque chose de beaucoup plus dictatorial, autoritaire, pour contraindre et pour Mhm. nourrir la révolution, parce que les révolutions ont besoin de combats. Alors aujourd'hui, leur combat à eux, c'est le voile islamique, Oui. c'est la présence d'Israël, c'est le nucléaire. C'est un peu voilà, c'est un peu leur point fixe. Oui. Voilà. Mais la société iranienne a aussi d'autres désirs de liberté de circuler. Par exemple, aujourd'hui, une jeune femme iranienne ne peut pas quitter le pays sans avoir l'autorisation de son mari. Euh, il y a aussi au niveau des lois islamiques, dans les héritages, une jeune femme ou une femme hérite 2 fois moins par rapport à son frère ou à son mari. Oui. Voilà. Donc il y a des questions qui sont propres j'allais dire, à des déséquilibres. Et là, je pense que notre candidate Sandrine Rousseau ferait bien d'aller un peu en Iran pour voir ce que ça se passe, pour prendre des leçons, j'ai envie de dire, de déconstruction d'identité iranienne, entre guillemets. Quoi, voilà. Ça risquerait de lui faire un petit peu mal, je pense. Oui, c'est ça.
Alors, c'est vrai que dans ce contexte, avec la Russie, l'Iran fait partie du BRICS, hein, ça fait rare, des BRICS. L'Iran notamment fournit des drones aux Russes, des drones qui fonctionnent par essaim, puisque ces drones coûtent à peine 20 000 euros par drone. Est-ce que tu as eu l'occasion un petit peu de voir les médias sur place et est-ce que tu avais l'impression qu'il y avait une propagande plutôt pro-russe dans les médias iraniens ou pas? Alors, j'ai pas particulièrement suivi l'actualité en farsi, puisque la langue de l'Iran c'est le farsi, Oui, alors mais, j'imagine. mais ils n'en ont pas trop parlé. Ça n'a pas été vraiment au cœur de ce qu'on pouvait voir à la À la télévision. télévision Ouais. iranienne. Euh, Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que l'Iran est un pays développé. D'accord. Ça m'a vraiment impressionné. C'est-à-dire qu'ils ont une agriculture vraiment top du top. Ce qui frappe sur les photos, sur tes photos, c'est que par exemple, tous les décors sont impeccables, tout est extrêmement propre, Tout à c'est fait. très joli. Oui, oui, c'est très propre. Ils sont très cultivés, ils sont polyglottes. Euh, Ils n'ont pas du tout de ressentiment vis-à-vis de l'Europe. Ça, c'est important aussi. D'ailleurs, la moitié des voitures qu'on peut voir sur place sont des Peugeot. Ça, Mhm, c'est important aussi mhm, à signaler que, quand même, pour nous, Français, ça peut être un marché important en termes de débouchés. mhm. Moi, je crois que qu'on ait des divergences et des points vis-à-vis de l'Iran, certes, mais de là à en faire une diabolisation, comme on peut le voir de la part des médias français, moi, cela me surprend et je ne pense pas que ça soit le meilleur moyen en termes diplomatiques. Ça, c'est un avis, un peu éclairé par rapport à ce que je peux voir au Proche-Orient. D'accord. Faut jamais mettre en opposition, je veux dire, la personne qui est en face de soi. Concernant ensuite la situation, je veux dire, en Russie, euh, on peut effectivement imaginer que vu que l'Iran soutient la Russie, les sanctions qui sont contre l'Iran et ce qui se passe aujourd'hui par rapport à ces manifestations est peut-être téléguidé depuis les États-Unis ou bien les membres de l'OTAN. Ça, c'est assez difficile à Mais dire. c'est difficile Cependant, parce que c'est voilà, des parce que hypothèses. on n'a pas Ouais, d'infos à ce bien sujet. sûr. Alors, je voulais juste revenir. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué durant ces 6 jours ou un moment? Oui, enfin, plus qu'une rencontre, j'ai envie de dire, c'est une fois de plus, c'est le sourire des jeunes gens. Ouais, d'accord. C'est le sourire de la jeunesse iranienne. Quand on va en France, quand on revient en Europe, on va dans le métro, on voit les gens tristes, Ouais. on voit les gens un peu finalement un peu désespérés. Et moi, je peux vous dire qu'en Iran, alors que c'est un pays qui vit sous un régime, je veux dire, autoritaire, et ben, Ouais, ouais. je vois les gens très souriants et cultivés. Donc, et ça fait chaud au cœur de voir une jeunesse iranienne, j'ai envie de dire, qui tient debout. Alors pour le coup, il n'est pas du tout déconstruit par rapport Mhm. à ce que nous on peut voir chez nous. Mais comme diraient certains, peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont malheureux. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont malheureux. En tout cas, leur sourire, voilà, c'est une fois de plus, c'est un appel à l'amitié qu'on Ouais. pourrait avoir. Et je pense que la France et l'Europe doivent être une voie différente par rapport à la voie des États-Unis. Et on ne doit pas être, on doit pas être anti-iranien, on ne doit pas être anti-pays quel qu'il soit. La France avait de très bonnes relations avec l'Iran, avec de très bonnes relations avec tous les pays du Proche-Orient il y a 20 ans, 25 Mhm. ans. Et aujourd'hui, toute cette amitié, j'ai envie de dire, par rapport à ces pays-là, est en train d'être gommée. Et je pense que c'est pas une bonne chose pour la francophonie. C'est pas une bonne chose pour les relations, j'ai envie de dire, commerciales, et c'est pas une bonne chose aussi pour l'intelligence, parce que bon, le monde perse et le monde oriental a beaucoup de choses à nous apprendre, et il faut arrêter de penser que nous, Européens ou occidentaux, on va dire, eh bien, nous sommes les maîtres du monde, nous sommes les Mhm. gendarmes du monde, nous avons tout à leur apprendre, les valeurs des droits de l'homme et du citoyen. Eux aussi ont des choses à nous apprendre et Mhm. c'est l'intelligence du cœur et leur sourire en tout cas montre qu'à ce niveau-là ils sont plus intelligents que nous. Alors, une dernière petite question. Quels ont été les fruits de ce voyage? J'ai envie de dire tant au niveau culturel, politique, que même plutôt personnel. Alors il y a plusieurs aspects, évidemment par rapport à mes activités au niveau du SOS Chrétien d'Orient, pour moi il était important d'aller en Iran parce que c'est un acteur régional important.
J'étais allé dans tous les autres pays du Proche-Orient, mais pas en Iran, parce que justement il y avait ces questions de blocus et d'embargo et de sanctions, donc c'était pas évident. Et donc j'ai pu voir un monde qui n'est pas à sous-estimer, loin de là, qui n'est pas à mépriser justement. Et donc ça c'est ma première leçon, c'est qu'effectivement on doit garder des liens diplomatiques, amicaux, associatifs, culturels, religieux avec tous les pays du monde. Et ça je pense que humainement c'est important à signaler. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, j'ai envie de dire que j'ai envie de retourner en Iran pour justement approfondir plus la communauté peut-être arménienne, pour les rencontrer, pour voir comment ils vivent leur foi, parce que voilà, c'est une foi arménienne apostolique. J'ai eu l'occasion d'aller en Arménie apostolique, donc voir si peut-être ont-ils des liens avec l'Arménie ou pas, j'en sais rien. Enfin voilà, il y a quelque chose qu'il faut voir par rapport à cela. Ils ont leur propre rite. Alors les Arméniens apostoliques et donc les Arméniens d'Ispahan et d'Iran ont le même rite. Ils sont d'essence orthodoxe et apostolique, donc ce sont des églises autocéphales. Et puis, qui en termes de liturgie est assez proche de la liturgie latine traditionnelle. D'accord, ok. Voilà. Après, j'ai envie de dire que comme toute chose, je pense que c'est un enrichissement parce que on a un autre regard sur ces pays-là. On est intéressé par ce qui se passe et on arrive aussi à lire entre les lignes par rapport à ce que les médias français, via le canal unique de l'AFP, peuvent nous transmettre. Ouais. Voilà. Et ça, c'est important. C'est toujours important d'avoir un autre regard que le regard peut-être qu'on peut avoir binaire et d'un seul média, quoi. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Oui, merci bien.